Elle a un côté qui est magistral parce que c'est déjà la plus grande de la région. L'art urbain, c'est un peu le canard boiteux à la base. Au niveau du tourisme, ça amène des gens, quoi. On a réfléchi à comment rendre hommage à Georges Simenon. On a voulu faire un écho à la fresque qu'on a fait à l'hommage à Hubert Grooteklaas à côté du Colruyt. Pour moi, le graffiti, c'est complètement autre chose. C'est pas des jeunes qui viennent faire un graphe. On est sur des artistes qui s'approprient un mur avec de la peinture. Salut tout le monde, bienvenue dans Snack. Aujourd'hui, on est avec Olivier Auffet-Sauque. Il est artiste, il fait des fresques ici à Liège, il fait des graphes. On va en parler directement avec lui. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager si elle vous a plu. On commence direct avec Olivier. Salut Oli. Salut, ça va? Oui, trop bien. Toi aussi? Super. Oli, t'es graffeur, artiste plus généralement, parce Oui. que tu fais aussi des peintures et autres, on va en parler. Mais t'es surtout connu ici à Liège pour tes fresques, avec notamment Spreken Art et d'autres ASBL comme ça, avec le projet Palissart aussi de Liège. T'as fait combien de fresques, Oli? C'est difficile à dire. J'ai collaboré sur pas mal de projets et donc des fois tout seul, des fois avec d'autres artistes ou des fois comme même assistant. Et c'est vrai que c'est beaucoup avec l'ASBL Spreken Art qu'ici sur le territoire liégeois, j'ai participé sur des projets. Et c'est, je dirais, une grosse dizaine, à mon avis, de projets qui sont sortis à Liège avec l'ASBL. Il y en a une très connue de toi, c'est l'hommage à Simenon. Oui. C'est celle dont on parle le plus et qui attrape le regard directement quand on passe devant. L'hommage à Simenon, parle-en-nous de cette fresque. Donc ça, c'est un projet qui est sorti l'année dernière, donc en 2024. C'est donc aussi avec l'ASBL Spreken Art. C'est vraiment un projet qui s'est fait avec l'Université de Liège, parce que c'est dans le parking de la faculté de traduction, si je ne dis pas de bêtises. Donc avec Michael, on a réfléchi à comment rendre hommage à Georges Simenon, et on a voulu faire un écho à la fresque qu'on a fait à l'hommage à Hubert Grooteklaas à côté du Colruyt, où on trouvait que c'était que travailler un buste géant d'un personnage avec des éléments dans le veston pour raconter l'identité de la personne était une bonne piste. Et on avait ensuite un long mur sur la gauche et Michael, avec les gens de l'université, trouvait intéressant de travailler sur la traduction des livres. Et c'est là qu'est venue l'idée de faire comme une bibliothèque de tous les livres qui étaient traduits, en essayant de faire un large spectre des langues qui ont pu traduire ces œuvres. Et donc de là, j'ai travaillé sur ce projet-là, à dessiner ce buste et ces éléments de livres pour habiller. Et donc ça a vraiment été un travail avec Michael de l'ASBL et l'Université de Liège pour trouver les bons ajustements. Et puis après, quand c'était bon, voilà, on l'a fait. Je pense que c'est plus ou moins sur une grosse semaine de production. Ah oui, quand même, une semaine alors. Oui, parce que c'est comme un grand mur, on ne se rend pas compte, il fait comme 18 mètres de haut. Ouais. Et largeur, je ne sais plus, mais avec le mur qui part sur la gauche, c'était très 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 long. Toi et Miguel, vous êtes souvent à deux sur les projets, j'ai remarqué. Sur beaucoup de fresques, vous étiez à deux quand il s'agissait de l'ASBL Spreken Art, étant donné que vous bossiez tous les deux pour l'ASBL. C'est ça, oui. Donc en fait, l'ASBL Spreken Art travaille avec Palissart, donc avec la ville de Liège, pour faire des projets de fresques en ville. Donc il y a plusieurs volets. C'est soit l'intervention d'un artiste qu'on invite, soit liégeois, soit belge mais pas liégeois, ou soit même étranger. Et il y a des fois des commandes. Par exemple, ici sur le projet Simenon, il était une commande spécifique. Et nous, on est à répondre avec notre équipe qui est plutôt liée à Spreken Art à ces demandes-là. Donc des fois, c'est un qui fait le projet, mais on est plus ou moins plusieurs à travailler après à la réalisation, on est plusieurs à le faire. Et c'est comme ça qu'on essaye d'avoir un parcours artistique urbain dans la ville le plus complet possible, qui met en valeur plusieurs types de travail, parce que l'art urbain, il peut être interprété de plein de manières différentes, avec des techniques complètement différentes, des styles complètement différents. Donc on essaye à chaque fois d'être le plus éclectique à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment le travail de Michael avec la ville de Liège, de faire ces choix-là. C'est vrai qu'en 10 ans,
On a vu fleurir pas mal de fresques ici à Liège, énormément. J'ai regardé sur une carte d'ailleurs, dans le Grand Liège, il y en a plus de 200. Donc le Grand Liège, on parle de avec Seraing, Herstal et un peu plus loin même, plus de 200 en quelques années. Et d'ailleurs, il y a des visites guidées qui sont apparues pour découvrir Liège sous un nouveau regard. C'est ce regard de street art. Comment tu l'interprètes ça? Tu trouves ça génial, je suppose? Alors, je trouve ça génial, et ce qui est super intéressant, c'est qu'on a remarqué quand il y a eu le Covid, c'est qu'il y avait déjà un attrait pour l'art urbain, mais quand il y a eu le Covid, vu que la seule chose qu'on pouvait faire, c'était marcher, et qu'est-ce qu'on peut faire en marchant quand tout est fermé, et vu que les musées n'étaient pas ouverts, etc., le street art là, a pris son ampleur. Et en un mois, la ville de Liège, à l'office de tourisme, ont donné toutes leurs cartes qu'ils donnaient en un an avant. Ah ouais. Okay. Donc il y a eu, alors ils ont dû réimprimer, Après, ça s'est quand même un peu plus calmé, mais l'attrait est resté beaucoup, enfin c'est vraiment fort développé depuis lors. Et je pense que les villes le remarquent que au niveau du tourisme, ça amène des gens, quoi. Il y a vraiment, moi je le remarque bien en tant qu'artiste en ayant ma page Instagram. Chaque fois qu'il y a une visite guidée, je le sais. Parce qu'il y a des gens qui m'identifient, qui publient, qui voilà. Et je le sais, ça se voit, quoi. Ok. Parce que tu signes évidemment et les gens savent bien que c'est toi. Mais vu qu'il y a la visite guidée, qu'il y a avec les personnes qui font les visites guidées, dont Yvette, qui est celle, entre autres, parce que c'est pas la seule, mais que je connais le mieux, elle se renseigne, elle sait peut-être plus de choses que moi-même. Allez, okay. Donc en fait, elle fait un parcours après qui est super qualitatif parce qu'elle donne des bonnes informations. Et elle sait parler de tout le monde. Et il a à faire ce parcours. Ah ouais, pour moi, je pense qu'il a à faire. Il y en a des différents. En plus, Yvette, elle le fait même en néerlandais, donc ça amène vraiment un public. Et moi, je trouve ça super. Ok, trop bien. Et elle passe pas que devant l'hommage à Simenon dont on a parlé. Je suppose qu'elle passe devant d'autres de tes fresques. T'en as énormément ici à Liège. Quasi toutes sont à Liège d'ailleurs. T'as Arnaud notamment. Non, sur Seraing, on en a quand même fait pas mal aussi parce qu'on a été d'une part avec mon collectif La Cabane, on en a fait 2. Et après aussi avec la Isabelle Sprekenhardt, on a collaboré avec des artistes de Seraing pour faire d'autres réalisations. J'ai fait aussi à la Louvière et à Frameries. Et ça, c'était plus avec des communes, donc là dans un parc et pour une académie de musique de Frameries. Et voilà, l'idée, ce serait au maximum pouvoir s'étendre. Mais pour l'instant, c'est quand même plus sur le territoire de la Meuse que... Ok, ça s'exporte un peu alors quand même. Ça s'exporte parce qu'il y a vraiment plus en plus de création même de festivals art urbain où des artistes voyagent un peu comme un festival de musique où des artistes vont présenter leur travail quelque part en faisant une fresque. T'as d'autres fresques qui sont super connues aussi, devant lesquelles les gens passent et s'arrêtent parfois, ou en tout cas elles font partie du paysage, à Belle-Île notamment. Ça, elle doit être super connue. Il y a plein de gens qui passent à Belle-Île. Alors c'est marrant parce que cette fresque-là, vu que c'est un parking qui est couvert, il y a des activités qui s'y passent et entre autres des gens qui font du roller, par exemple. Et je suis déjà tombé sur une fois des vidéos de filles qui font du roller devant la peinture. Et moi, ça me fait marrer parce qu'elle est vue et elle vit d'une manière complètement différente. Et ça, c'est génial, je trouve. Ouais, et t'en es fier aussi de celle-là. Tu vois, il y a moins le message, hommage à une personnalité publique, etc. Mais t'en es fier. Ah oui, là, c'est vraiment plus une carte blanche, on va dire artistique. Donc là, j'avais pas de contraintes, j'ai pas dû faire valider un projet avant. Donc lui, là, c'était vraiment à ce moment-là, je travaillais beaucoup les portraits de femmes un peu iconiques, à la star on va dire de la mode des années 60, et avec des grands chapeaux, avec des belles vestes, etc. Donc il y avait c'est assez, on va dire, une classe féminine qui se met dedans, en plus avec les chapeaux qui reviennent sur le béton sans fond. Et alors moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son rendu. Et puis c'est marrant en plus dans un parking de shopping d'avoir ça, et c'est très bien qu'il fasse ça parce que c'est pas la seule. Il y en a d'autres, il y a Jabba qui en a fait une, Olivier Gracia, Cyril Ganzer, et Michael Nicolai a fait justement l'année dernière sur tout l'extérieur, sur la voie d'accès des camions.
Le Haut Omnisport d'Outremoz aussi, c'est toi? Entre une parcelle, parce qu'il y en a, je ne sais pas combien tout autour. On a fait, j'ai fait à côté, donc il y a Michael Nicolaï qui a fait celle à ma droite, et moi je suis à gauche. Et là, ça a été vraiment en fait c'est un projet qui est financé par la Isabelle Sprekenard, parce que l'idée était de peindre tout autour du Omnisport, parce que c'est un bâtiment qui est censé, normalement, dans la construction urbaine de cet endroit-là, être détruit pour que ce soit pitonné. Les plans urbanistiques ne sont pas mis comme ça devait être. Donc le bâtiment est toujours là. Donc pour un peu cacher ce bâtiment qui dénote peut-être avec le nouvel aménagement, avec le B3 à côté qui est tout nouveau, on s'était dit qu'on pouvait mettre de la peinture pour un peu embellir cet endroit-là. Et les gens, je pense, bien aimé, quoi. Oui, ça sort un peu de la grisaille en fait de la ville, hein, finalement. Oui, c'est ça. Et on va en parler de ce que ça amène à une ville d'être un peu décorée comme ça. C'est pas toujours facile d'ailleurs, on en parlera juste après. Ouais. Mais d'abord, on va continuer sur tes œuvres. Tu as fait aussi une représentation d'Arnaud, tu as fait Warhol aussi pour le musée de la Bovry lors de l'exposition du même nom. Hubert Groteclas aussi, l'hommage à Hubert Groteclas qui est en Outremeuse aussi, t'en parlais, juste à côté du Colruyt. Et le mineur, ça, je trouve ça formidable. Tu l'as super bien réussi, tout, hein, mais le mineur, il y a un côté très liégeois, quoi, tu vois. Le mineur, c'était donc les trois premiers, donc Arnaud, Hubert Groteclas et Warhol, ces trois fresques-là, je les ai faites avec Michael Nicolaï. Donc Arnaud était vraiment là une proposition faite par Michael et moi-même, qui a été financée par la SBL à Serein, parce que nous, on essaye de produire des peintures sans avoir de contraintes pour montrer ce qu'on est capable de faire et d'avoir une espèce de carte de visite et de s'entraîner. Hubert Groteclas, ça c'était vraiment une commande, ça a pris des années pour se mettre en place, pour trouver le bon mur, pour travailler le sujet, etc. Donc ça, c'était avec justement les filles d'Hubert Groteclas. Et Warhol, c'était vraiment par rapport à l'exposition qu'il y avait à la Bovry. Donc c'était une commande vraiment de la ville de Liège par rapport au musée. Et le mineur, c'est pas du tout, alors, c'est pas un projet à moi, c'est un projet de cantatis du collectif La Cabane, qui a fait vraiment le projet, et puis tout le collectif a travaillé sur le projet. Tout le monde a travaillé dessus alors? Ouais, quasiment tous. C'était okay. En sachant que le collectif n'est pas que des peintres, même des non-peintres sont venus peindre. Ouais. Parce que c'était le premier. En fait, c'était le premier projet que le collectif faisait aussi grand. Ok. Et on dit, ce serait bête de ne pas tous travailler dessus. C'est marrant parce qu'elle est super bien réussie et à chaque fois que je passe devant, elle n'est pas très visible, hein, mais quand je passe devant, il y a à chaque fois une petite émotion parce que tu vois vraiment qu'il est marqué, quoi. Ah ouais. Mais on le verra en image. Si vous nous écoutez en podcast d'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur YouTube pour la voir, cette image qui est formidable. Et ce qui est marrant avec cette fresque-là, c'est que normalement, à la base, le projet, le visage était beaucoup plus fin. Et pour être sûr de faire de bonnes proportions, on projette la fresque. Avec la route qui était devant, etc., on a décidé de projeter sur le petit bâtiment qui était sur le côté, en hauteur. Et en fait, c'est moi qui mettais le projecteur. D'où je le voyais, la projection était bien, mais en fait, d'en bas, elle n'était pas bien. Donc on a tracé tout un truc qui était complètement déformé. Et au final, Quentin a dû tout corriger le lendemain, tout le tracé, parce que ça n'allait pas. Mais en fait, cette erreur-là était bien, parce qu'en fait, ça a amené à quand même un visage qui était moins fin et qui prend... Mais comme il est, quoi. En fait, et l'erreur a créé ça, quoi. Il est bien présent, ouais. Tu le vois bien, il est bien marqué. Et ça rend super bien. Ça rend super bien. C'est marrant, tu la projettes alors et ensuite vous la faites. Mais d'abord, il y a un travail en amont. T'en parlais pour Hubert Groteclas, pour Georges Simenon, il y a tout un travail. Vous le faites sur papier alors d'abord? Alors au départ, quand moi j'ai commencé à faire des projets de fresques, on faisait tout sur papier. Et puis on le passait à l'ordi pour mettre des couleurs. En tout cas, moi je travaillais comme ça, moi. C'était assez long parce que c'était faire à crayonner, puis c'était passé au feutre, puis après passer sur l'ordi, soit sur Photoshop, soit sur Illustrator en fonction, et on mettait en couleur.
Donc voilà, ça prenait du temps. Puis après, il y a l'arrivée de l'iPad avec Procreate, avec un stylet, qui a révolutionné, pour moi en tout cas, pour beaucoup d'artistes, même des tatoueurs, etc. Ça a révolutionné la manière de travailler les projets. Parce que maintenant, en 1 heure, je suis capable de sortir un projet. Qu'avant, en 1 heure, j'avais juste fait l'esquisse. Ouais, c'est ça. C'est génial, ça. Ah ouais, ça... Pour vous, c'est vraiment... les outils, je pense que les outils, quand ils arrivent, parce que ça peut même être de l'intelligence artificielle, ça a des côtés négatifs et des côtés positifs. Et si on les prend comme des outils, ça peut fort aider dans le temps de travail et faire des tests. Et voilà. En quoi est-ce que ça t'aide beaucoup? Il y a beaucoup de choses automatisées sur ce genre d'outils, non? Ça permet en fait d'essayer des choses assez vite et de voir ce que ça donne. Parce qu'avant, même si on travaille, on va dire, que au papier, et que tu mets en couleur au papier, si tu voulais tester avec du rouge, il faut tout redessiner et tester avec du rouge. Que là, avec la tablette, en 2 clics, c'est fait. Je sais voir si en rouge, ça donne bien. C'est quand même un formidable outil pour ce que tu fais, quoi. Et moi, en tant que graphiste de formation, j'ai quand même par rapport au numérique, j'ai pas de problème. J'ai été quand même formé sur ces outils-là, donc voilà, pour moi, ça me paraît logique d'essayer avec des outils numériques des choses. Donc, tu fais la représentation sur ta tablette. Ensuite, vous la projetez sur le mur pour voir ce que ça rend. Alors, ça dépend. En fait, si on peut, on projette parce qu'on gagne beaucoup de temps. Et il y a quand même une réalité économique qui est qu'on doit louer des nacelles. Et plus on travaille longtemps, plus ça coûte cher. Et on doit travailler avec des enveloppes souvent fermées. Donc, on essaye de rentrer dans ces enveloppes-là. Donc, quand on peut, on le fait, et comme ça, on gagne du temps, parce qu'en une soirée, on fait une esquisse qui pourrait prendre peut-être 2 jours, et on est sûr que les proportions sont bonnes. Quand c'est pas possible, et des fois c'est pas possible de projeter, parce qu'on n'a pas le recul, ou c'est trop grand ou autre, il y a d'autres techniques. Il y en a qui font des quadrillages très classiques, et sinon il y a des quadrillages, ça porte un nom, mais je le connais pas, où on fait un peu n'importe quoi, et puis on incruste au Photoshop notre projet, et on a des repères, et on peut du coup retracer très facilement. Et il y en a qui n'ont même pas besoin spécialement de faire beaucoup de tracés. Que je pense à Sozy One, avec qui j'ai déjà beaucoup collaboré sur des projets où je l'ai vu travailler. Lui, il fait comme ça, quoi. Ouais. Voilà. Et il a une simplicité. Alors, voilà, il a plus de bouteilles aussi, et il a beaucoup de talent à ce niveau, enfin à beaucoup de niveaux, mais surtout à ce niveau-là, il est très impressionnant. Sozy One, c'est l'homme de Meuse. L'homme de Meuse, je pense que c'est la plus connue de Liège. Oui, l'homme de la Meuse, elle a un côté qui est magistral, parce que c'est déjà la plus grande de la région. Elle est sur 2 immeubles, elle est sur l'axe quand même des quais qui est fort fréquenté. Il y a quelque chose avec la lumière aussi, c'est qu'elle prend à midi, à un moment dans la journée, elle a le soleil dessus, mais le soir, elle a le coucher de soleil qui vient mettre c'est une lumière très orangée dessus. Elle est très poétique, parce que déjà le dessin lui-même est poétique, et puis mis dans l'environnement urbain comme ça, avec les voitures qui passent en dessous, voilà, et je pense qu'elle a fait l'unanimité envers les Liégeois. Toi, t'as aidé sur cette fresque-là. Oui, parce que c'est un projet que Sprekenart a mis en place. Donc moi, en tant qu'employé à ce moment-là, j'ai un peu travaillé sur ce projet-là. Ouais. Ça doit te faire plaisir aussi. À l'époque, tu vois, t'avais quel âge? Tu devais être assez jeune artiste. Travailler avec un grand du street art comme Sozy One, ça a dû. Ah oui, parce qu'à ce moment-là, voilà, maintenant Pablo, donc Sozy One, je le connais bien, donc mais à ce moment-là, effectivement, c'était dans les premières fois que je le voyais, et j'étais très impressionné de comment il pouvait faire ça, parce que là, justement, c'était un travail qui était fait à l'échafaudage. Donc il y avait quand même aussi physiquement, c'est un travail qui est plus compliqué que de travailler à la nacelle, parce qu'il faut monter, descendre toute la journée. Et quand les peu de fois où je suis allé aider peindre sur le projet, je ne comprenais pas où on était dans le dessin. Ok. Parce que lui savait. Alors oui, il nous avait écrit en espagnol, et les couleurs.
un peu comme un mandala à dessiner. Et nous, on était là et on devait s'arrêter aux jonctions et c'est lui qui faisait les jonctions. Parce que les remplissages étaient tellement énormes que c'était surtout à ce niveau-là qu'il avait besoin d'assistance parce que sinon, ça allait prendre je sais pas combien de mois pour le faire tout seul. Et quand on était sur l'échafaudage, je devais réfléchir très longtemps pour comprendre si j'étais dans l'œil, dans l'oiseau ou enfin. C'est assez impressionnant. Ouais. Bah évidemment, t'étais jeune artiste. Maintenant, t'as pris de la bouteille. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Je veux dire que je suis intéressé par le milieu artistique depuis que je suis adolescent, mais où j'ai mis mon énergie à 100%, on va dire, dans l'art plastique. En sens large, pas que mural, mais même aussi le travail sur toile ou sur papier ou autre. Je dirais que ça fait plus ou moins peut-être 8 ans où je me donne les moyens en tout cas parce que j'avais un truc qui était assez marrant quand j'étais plus jeune. Donc, je faisais de la photo, je faisais de la vidéo, je faisais de la peinture, des dessins, je faisais plein de choses. On faisait de l'événementiel aussi. Avec le collectif, on touchait à plein de choses. Et un jour, je discutais avec un copain graffeur et qui lui me dit non, tu dois te focaliser sur un domaine. Et j'étais pas du tout d'accord avec lui. Pendant des années, j'étais pas du tout d'accord avec lui. Et puis au final, je me suis dit c'est vrai que c'est bien de se concentrer à un moment, on peut pas se concentrer sur tout. Alors, je pense que les choses nourrissent certaines choses, ça se nourrit, mais je pense qu'à un moment, si on ne se donne pas les moyens et qu'on ne donne pas plus de 100% de son énergie dans un domaine, on ne peut pas exceller. Moi, je ne dis pas que j'excelle, loin de là, mais il faut le faire le maximum pour y arriver. Et c'est du travail, quoi qu'il arrive, c'est comme dans tout, comme dans les métiers ou le sport ou autre, il faut se donner à fond. Pour replacer un peu, parce que tu parles d'un collectif, c'est le collectif La Cabane alors, avec qui tu as beaucoup évolué et avec qui tu évolues toujours. Donc vous avez fait énormément de choses et du coup tu t'es dit à ce moment-là, ok, je vais me focaliser sur les arts plastiques, c'est ce qui me plaît le plus. C'est à ce moment-là que tu te dis, non, ok, je vais... en fait, juste au début, donc on a créé le collectif, on était adolescents, donc moi j'étais à Saint-Luc secondaire à ce moment-là. Et au début, on était 4. C'était avec Mataya, qui est plus dans la musique, qui est beatmaker et DJ, que j'ai rencontré quand j'étais à Saint-Servais. Quentin Tis, qui était mon meilleur pote, qui m'a fait arriver à Saint-Luc, qui y était déjà. Et Cédric Okonda, qui était aussi à Saint-Servais, qui aimait bien le dessin. On se voyait que tout le monde crée des crews. Que c'est un truc qui est très, en tout cas au départ, beaucoup dans le graffiti, il y a des crews, les gens se rassemblent et font des crews. Après, même plus tard, on voit qu'il y a beaucoup de collectifs qui se mettent, qui se mettent ensemble pour être plus forts, parce que ça va même dans tous les domaines. Et on se dit, on va former quelque chose. Et voilà, et puis très vite, il y a d'autres gens qui sont rentrés dans le collectif. Pour être au final, on est 9. On a été 9 au total. Et on faisait plein de trucs. On a commencé à faire des soirées, on a commencé, il y en a qui adoraient la photo, la vidéo, moi j'ai touché à ça aussi. On est arrivé, on a commencé à faire des after-movies pour les Ardentes. Et enfin, on a travaillé pour le théâtre de Liège, on avait, et en même temps on faisait des fresques, ça commençait à prendre, et il y avait quand même plein de trucs qui se mettaient en place qui étaient super, quoi. Mais à partir d'un moment, moi je voulais en faire mon métier, vivre de ça, et je voyais bien que je pouvais pas mettre toute mon énergie dans tous ces domaines-là en même temps. Et à un moment, j'ai fait le choix de un peu m'écarter de la photo, de la vidéo et vraiment me concentrer 100% sur la peinture parce que c'est ça qui me donnait le plus de joie et de plaisir. Même si j'adore toujours faire les vidéos et la photo, mais c'est autre chose, quoi. Comment est-ce que tu vois la place que tu as prise et que tu continues à prendre dans les couleurs que vous mettez dans Liège, tu vois? Parce qu'il y a ce projet Palissart qui est un projet public pour amener les artistes à faire plus de fresques à Liège, donc pour les subventionner et leur offrir la possibilité d'avoir des fresques. Mais toi, tu as pris quand même une grosse importance dans ce contexte-là. Qu'est-ce que ça te fait de voir aujourd'hui tes fresques comme ça, arborées? Honnêtement, j'y pense pas trop. J'ai quand même une retenue par rapport à ça. Je dirais pas que je me sens pas légitime. Enfin, c'est pas quelque chose de légitime, mais voilà, pour moi, c'est arrivé comme ça arrivait. Il y a quand même beaucoup de choses dans ma vie qui sont arrivées par hasard.
Et ma rencontre avec l'ASBL Sprekenhard était un peu à hasard, parce qu'en fait, j'ai découvert l'ASBL, en tout cas, j'ai rencontré Michael Nicolai de l'ASBL, le coordinateur de l'ASBL, parce que je cherchais un stage en graphisme. Et je voulais un truc un peu artistique, je voulais pas être dans une agence de com assez classique devant un ordi et sur un bureau, ça m'intéressait pas. Et ma prof qui était en charge des stages m'a dit bah, écoute, il y a un vernissage demain à la galerie centrale, je connais bien le coordinateur, viens, on discute autour d'une bière. Je suis arrivé, on a regardé l'expo, on a discuté d'une bière, et il a dit bah ok, viens lundi et je te signe ton document. Ok, ouais. Et ça a été vite. Ça s'est fait comme ça. Je pense qu'il y avait un rapport de confiance entre ma prof et Michael qui se connaissaient bien, en disant si je te propose quelqu'un, c'est que c'est intéressant. Et à ce moment-là, le hasard fait que, donc à la centrale des arts urbains, c'est le bâtiment de l'ASBL où il y a la galerie centrale, il y a des ateliers pour artistes à location. Et il y en a un qui se libère. Et là, je me dis, avec mon collectif, c'est à ce moment-là qu'on essaie de se structurer et faire les choses correctement. On se dit, bah, est-ce que c'est pas le moment de passer un cap et de louer quelque chose? Après, on restait quand même des jeunes avec quand même pas beaucoup de moyens. Donc ça a été une grosse réflexion parce qu'on doit mettre, je sais plus combien c'était peut-être 250 €. C'est pas grand-chose, mais par mois à mettre. Quand on est tous étudiants, on a quand même fort hésité. Mais on l'a fait et ça a permis justement de se structurer, de rencontrer plein de gens parce que le bâtiment, c'est une effervescence artistique de plein de domaines, de la musique et des gens qui exposent ou des artistes qui viennent faire des fresques. Et donc en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré plein d'artistes et qui m'a fait évoluer dans aussi ce que je voulais proposer, dans ce que j'aimais bien et aussi dans quoi je voulais travailler. Mmh. Et c'est pour ça que au final, je me suis peut-être un peu détaché de la photo et de la vidéo. Okay. Et je trouvais que ce monde, il était, voilà, c'était génial, quoi. Ouais. Et il était moins bouché certainement que la photo et vidéo, mais tu le faisais plus par passion. Ah non, pas du tout, parce que justement, si je voulais avoir un côté très cartésien, on aurait pu clairement continuer à vivre. On aurait, je pense, plus facilement mieux vécu financièrement en faisant de la photo, de la vidéo. Ok. Ouais, voilà, c'était pas, c'est pas ça qui m'animait à ce moment-là, donc j'avais envie de développer autre chose. Mmh. Comment est-ce que tu vois Liège avant et après justement l'apparition de ces fresques? On a vu qu'il y avait ce basculement après le Covid, pendant le Covid, t'en parlais juste avant. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est mieux par rapport à ça? Je trouve que, à mon niveau en tout cas, je trouve que dans l'acceptation des gens, je pense quand ils ont commencé le projet de Palissard qui a 20 ou 25 ans, j'ai un doute, quand ils l'ont commencé, c'était très compliqué pour eux. Et moi, je suis arrivé dans un truc qui était déjà accepté, mais j'ai quand même senti une évolution et aussi les choses qui sont de plus en plus grandes. Et ça, c'est vraiment la volonté que Michael a insufflée au sein de Sprekenhard avec Palissard, c'est de faire des projets de plus en plus grands et de plus envergure. Et que c'était ça qui était impressionnant, et que c'est là qu'on pouvait positionner Liège comme une attraction touristique à ce niveau-là, que si on faisait que des pignons de maison sur 3 mètres de haut, bah, c'était un peu faible. Ouais. Et qu'on est quand même malheureusement sur le bassin de la Meuse avec beaucoup de pignons vides. Ouais. Et c'était bête de ne pas en profiter, de faire des choses impressionnantes, quoi. Et ce sera de plus en plus impressionnant. Parce que ce travail-là se développe toujours. Tu crois qu'on en est au fondement, là, encore? Ah non, pour moi, ça va aller plus loin. Ouais. J'en suis sûr. Certain. Bah, parce que je sais que ça va aller plus loin. Ok, ouais. Et ça, c'est vraiment... voilà, le travail que l'ASBL fait sur le territoire ici est vraiment cette volonté-là d'affirmer aussi que... En fait, il y a quelque chose aussi... L'art urbain est par rapport à l'art général, c'est un peu le canard boiteux à la base, c'est un peu les mal aimés ou les pas reconnus par l'art contemporain, etc. Et que c'est pas reconnu comme art public. Et la volonté du travail que Michael fait, c'est de valoriser ça comme art public.
C'est pas des jeunes qui viennent faire un graphe. On est sur des artistes qui s'approprient un mur avec de la peinture. Et c'est ça qui est important et qu'on essaye de valoriser, en tout cas dans notre travail de tous les jours. Ouais, à fond. Et ça se ressent d'ailleurs, parce que vous faites collaborer pas mal d'artistes qui sont pas forcément connus, qui en sont à leur première fresque, etc. Mais c'est d'essayer d'avoir le spectre le plus large possible dans le politiquement correct. Alors ça, Mickaël le dirait mieux de lui-même, mais c'est... Lui, il a jamais voulu développer un street art politique sur la ville de Liège, parce que ça existe, le street art politique. Mais c'est quelque chose d'à part. Et je le rejoins, je ne pense pas que ça doit être quelque chose qui doit être d'une commande d'une ville. C'est autre chose. Ouais, c'est ça. Tu dis que ça va se développer, donc il va y avoir d'autres fresques qui vont être faites. Ouais. Le tout est de trouver les murs, je suppose, vous les faire. Ça doit pas être évident, ça. Alors, c'est trouver les murs, c'est un gros travail que la ville de Liège, du coup, doit faire. Alors, c'est plus simple quand c'est un bâtiment qui appartient à la ville, un peu moins simple quand c'est un privé, parce que soit le privé liégeois, ça va, mais si c'est un flamand ou autre, c'est plus compliqué d'avoir aussi son accord, parce qu'il y a une barrière géographique, il n'est pas sur place. Mais maintenant, il y a quelque chose qui se développe très fort, c'est le privé, on va dire, de marque. Donc, c'est-à-dire, par exemple, Civil Square, qui a ouvert leur bâtiment au Guillemin, ont financé la fresque de Pref, qui est juste en face de la Design Station, pour avoir une communication positive. Donc, au mieux de faire peut-être payer un encart dans un journal ou autre, ils financent une fresque pour avoir une communication sur leur arrivée. D'accord. Donc en fait, peut-être les moyens sont peut-être les mêmes, ça je ne sais pas, ou en tout cas pas fort différents. Mais ils s'installent dans la ville avec quelque chose de pérenne et de positif. Et ça, on remarque que les marques de plus en plus se servent entre guillemets des artistes pour pouvoir communiquer. C'est bien ça. Oui, et je pense, et c'est comme ça peut. Je pense que même les grandes marques qui travaillent avec des artistes musicaux, c'est un peu le même principe. Et ça, c'est bien parce que ça permet d'avoir de l'argent pour financer des projets, parce qu'il faut être réaliste. La ville de Liège n'a pas non plus des moyens extensibles à l'infini pour pouvoir produire. Donc, il faut chercher des moyens ailleurs. Et le privé est une bonne source aussi de financer ça. Donc, soit c'est un bâtiment qui appartient à la ville de Liège, là c'est public, soit c'est un bâtiment privé où ils disent voilà, on aimerait bien qu'il y ait une fresque. Soit il faut demander alors à la copropriété pour faire la fresque, ça doit être beaucoup plus compliqué. Non, il y a aussi les nouveaux bâtiments parce que là on parle plutôt de murs existants qui sont vides. Mais il y a aussi des projets maintenant qui sortent de terre avec un budget qui est alloué pour avoir une intervention artistique. Et ça peut du coup être une fresque. Et donc là on fait partie du projet au niveau des architectes. Et donc ça, c'est pas mal aussi, quoi, parce que tout est réfléchi ensemble. C'est pas un pansement sur un mur pas beau dans la ville, c'est réfléchi pour intégrer un projet, quoi. Toi, comment est-ce que tu perçois le street art, la fresque? Comment est-ce que tu perçois cet art-là? Alors moi, en fait, pour moi, c'est juste un support différent, en fait. C'est-à-dire que j'aime bien travailler sur toile, j'aime bien travailler sur du papier que je fais moi-même, j'aime bien travailler sur des grands murs, ou j'aime bien travailler même par exemple sur du cristal, parce qu'on a collaboré et on collabore avec le Val-Saint-Lambert. Et pour moi, c'est juste des supports qui sont différents, où je dois faire où j'interviens d'une manière différente, parce que le support, je dois l'interpréter d'une autre manière. C'est ça. Le mur qui est dans l'espace public, il est vu d'une certaine manière, il y a une perspective dans une rue, il y a une lumière qui agit d'une certaine manière. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, parce qu'il joue dans un espace 3D. Qu'une toile, c'est une toile 2D qui se met après sur un mur. Mais tout ça enrichit parce que la manière de travailler ça va peut-être me donner une idée pour une peinture ou inversement. Donc moi, je le vois comme un support d'expression plus que vraiment
j'ai pas une idéologie par rapport à ça, ou j'ai pas une grande réflexion par rapport à ça. Je fais un peu comme je le sens, avec les envies du moment, et j'aime bien en fait ça. Tu trouves qu'il y a un rapport entre les fresques que tu fais et les graffitis? Alors pas du tout. Pour moi, le graffiti, c'est complètement autre chose, c'est complètement un autre milieu, c'est complètement une autre démarche que j'apprécie, mais qui n'a rien à voir avec, on va dire, l'art urbain, parce que pour moi, l'art urbain, je rejoins ce que je disais tantôt, ce n'est qu'un support qui est différent pour un artiste. Mhm. Et on voit maintenant, on va dire, plein d'artistes muralistes qui ne viennent pas du tout du milieu des graffitis. Et il y en a qui viennent du milieu des graffitis aussi, mais l'un peut amener à l'autre, mais c'est pas la même chose pour moi. Et c'est des choses que j'aime bien séparer et où j'y retrouve des choses différentes. Ouais. Qu'est-ce que tu retrouves de différent peut-être dans l'illégalité du graffiti, tu vois C'est quelque chose de plus spontané, qui peut ne pas être politiquement correct ou qui est propre à soi. Et moi j'aime bien, j'aime bien dire il a fait ça, il a osé faire ça, il l'a fait comme ça. Qu'une fresque, une peinture murale sur un grand mur, je me dis il a travaillé ces couleurs-là. Il a dessiné comme ça, il l'a mis comme ça sur le mur, il a fait ce zoom là, il a agrandi. C'est plus à côté artistique et l'autre plutôt sur l'action, quoi. Il y a différentes choses où tu es très libre, tu vois, quand tu fais une fresque libre, etc. Où on te dit, t'as un mur pour toi. Ça t'arrive souvent ou pas souvent? Ça arrive, je dirais pas souvent, mais ça arrive quand même. Ok. Après, il y a une liberté. En fait, la liberté. La contrainte n'est pas contre la liberté, parce qu'il y a comme toujours une contrainte X ou Y. Mais la contrainte, pour moi, elle est saine et elle m'aide justement à sortir de ce que je suis habituellement à faire et à aller plus loin et faire autre chose. En général, ça me valorise dans mon travail. C'est pas que dans les fresques, c'est aussi même des fois dans des projets d'exposition. Par exemple, j'ai fait une exposition à la Burunzu Gallery où c'était un hommage à James Ensor. C'était une expo collective donc avec des artistes avec qui il travaille et il y avait des pièces originales de James Ensor. J'avais voulu travailler donc, des pièces en faisant sens au travail de James Ensor. Donc j'avais acheté un livre, j'ai lu parce que je le connaissais, mais en même temps je ne connaissais pas assez son travail, donc je me suis renseigné et j'ai voulu travailler une composition complètement différente que je faisais d'habitude. Et ça m'a amené à des idées après dans mes toiles que je n'aurais jamais fait avant. Et donc, pour moi, les contraintes et la liberté, c'est peut-être pas le bon... C'est peut-être pas... ça peut se dissocier, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que tu as des commandes aussi. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et là, tu es plus contraint. Ouais, j'essaye un peu de mettre des barrières pour pas que ça aille dans des choses qui soient trop compliqué, où j'y retrouve pas de plaisir, où je serais pas content de ce que je fais. Que quand on était plus jeune, je faisais un peu, on teste des choses, on se développe, on essaie de se faire connaître. Donc j'ai accepté de faire des choses que maintenant j'accepterais plus de faire. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le luxe de... C'est un luxe qu'on essaye de se donner, en tout cas. Oui, parce que... le luxe de fonctionner et de commencer à avoir des appels, etc. Ça doit pas être simple de commencer à vivre de ça. Non, c'est pas simple. Après, moi, j'aime pas les discours où on se plaint. Donc, je pense que dans le milieu du travail, entre guillemets, il y a plein de choses qui sont compliquées. C'est quand même plus souvent compliqué que simple. Je pense que tout le monde doit se battre, faire sa place et faire plus que les autres, surtout quand on travaille en indépendance. Je pense que tout est possible. Je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas, même si des politiques peuvent essayer des fois dénigrer le travail de certains. Je pense qu'il faut se battre, il faut essayer. Et il n'y a pas de raison de ne pas y arriver, quoi. Mmh. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué. Ça peut être compliqué. Enfin, tout peut être compliqué. Ouais. Tu parles de la galerie Burunzu, ici à Liège, où tu exposes. Alors, au moment où c'est diffusé, tu n'y exposes plus, mais tu y as exposé pendant quelques semaines maintenant. Ouais. Tu as bien vendu
C'était une de tes premières expositions et tu as bien vendu des œuvres, etc. Ça doit faire plaisir en tant qu'artiste, ça doit être un achievement, quoi, tu vois. Ça doit être... voilà, comment est-ce que tu le vois? Bah oui, parce que c'est vrai que quand on fait une expo, on va dire en solo, comme on dit, où on est tout seul à devoir intervenir dans une galerie en entier, bah il faut, on y va quoi, on produit et surtout que moi j'ai la volonté à chaque fois que c'est des expositions comme ça de créer à 100% de la nouveauté. Donc je ne viens pas avec des vieilles pièces. Et puis j'y m'y prends peut-être pas non plus ultra à l'avance et du coup il y a comme un côté un peu dans le rush. Mais on est un peu après sur le fait accompli de voilà ce qu'on a fait et pas avoir un recul de ce qu'on a pu produire comme pièce. Et quand le public est preneur et qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter ce que tu as fait, bah, là tu dis bah oui voilà ça fonctionne quoi. La bonne surprise quoi. C'est la bonne surprise parce qu'après c'est il y a le retour des gens par rapport à ton travail, il y a une réalité aussi des fois économique, de se dire bah il y a de l'investissement, c'est bien aussi de rentrer dans tes frais, et puis après d'y gagner de l'argent, c'est encore mieux. Et donc ça donne des perspectives dans le futur, et se dire bah voilà, ça t'encourage à continuer. Même si c'est pas que il n'y a pas que l'attrait de l'argent, mais il y a quand même cette réalité-là qui existe. C'est aussi la démarche artistique de faire des recherches, comme tu l'as dit, de faire des recherches pour coller à une exposition entière, etc. J'essaie de travailler sur à chaque fois une thématique qui me bride pas trop, mais qui fait comme un fil conducteur. Et celle-ci, j'avais travaillé sur la thématique de l'instantané. Et c'était pour faire un peu un écho à la photographie, donc à l'instantané de la photographie, où les choses sont prises sur le vif et c'est pas spécialement la beauté de la composition, c'est un moment pris sur le vif. Une émotion, un truc, un coucher de soleil, des gens qui regardent vers la mer, quelqu'un qui pêche. C'était de la peinture alors que tu as fait? Alors il y avait un travail de peinture sur toile et tout un travail sur papier. Et une partie des papiers, c'est une série de papiers que je fais moi-même, où je recycle du papier. Et en le faisant moi-même, il y a un côté un peu comme du tissu, quoi. Parce qu'en fait, je le fais sécher sur des draps. Donc ça prend un peu la trame du drap. Et ça plaît. Et en tout cas, ça interroge les gens parce que s'il y a un côté qui est déjà unique dans le papier, il y a un côté. Je travaille à l'encre de Chine dessus. Et puis un peu à la pastel pour mettre des couleurs. Donc il y a un truc très onirique, très flou à des endroits. Et ça permet, je pense, à ceux qui regardent, d'interpréter ça avec des souvenirs à eux. Et d'y voir quelque chose. Parce qu'il y a des symboles, c'est pas des représentations très réalistes. Non, finalement. là c'est plus suggéré. Là, à ce niveau-là, c'est un travail qui est plus suggéré, plus flou et plus spontané de ma part parce que vu que le papier que je fais recycler, je ne sais pas l'esquisser au crayon. Le graphite ne se marque pas bien dessus, donc je dois y aller directement au pinceau. Ok. Donc des fois, je rate un geste ou un endroit, je devrais m'arrêter, je m'arrête pas. C'est comme ça et je l'accepte. Ok. Et puis ça dialogue avec des endroits où le papier n'a pas été bien broyé. Donc des fois, il y a des lettres qui réapparaissent ou des bouts de schéma. Donc on peut s'y perdre on peut s'y perdre un peu pendant longtemps. Et même moi, des mois plus tard, de l'avoir fait, je réalise qu'il y a un truc qui est là que je n'avais pas remarqué. Ok, d'accord. Ouais, tu découvres encore tes Oui, c'est ça. Ouais. Et ça, voilà, j'aime bien parce que c'est complètement autre chose que le travail à l'acrylique sur toile. Et j'essaie de sortir, parce que j'avais un travail qui était beaucoup plus structuré et schématique avant, avec des beaux aplats. Alors j'avais peur de ce côté un peu chronophage et de revenir sur quelque chose de plus spontané, de plus de plaisir, pour justement qui est... Parce que pourquoi l'art existe et pourquoi on fait ça alors? Si c'est pour être trop parfait, on fait ça à la tablette et puis on imprime alors. Donc il faut quelque chose
faut qu'il y ait des accidents, il faut qu'il y ait un imprévu et l'accepter. Et c'est ce truc-là que je cherche en fait. Ok. Et tu l'as trouvé avec cette technique-là? Ouais, je le trouve, c'est ça que ça, avec le papier, je trouve ça super intéressant. Et c'est assez marrant parce que je fais exprès de mal le faire. Parce qu'il cherche la perfection dans le papier. J'aime bien qu'il soit. Parce qu'en fait, à la base, pourquoi c'est un peu un accident de t'avoir travaillé là-dessus, c'est que je cherchais du papier frangé. Le papier frangé, c'est le papier qui n'est pas coupé droit. Parce que je trouvais que ça vibrait plus. Esthétiquement parlant, j'aimais bien. Et c'est Cyprien Grégoire, qui est la personne qui fait mes sérigraphies, qui est un tailleur de pierre qui est ici à Liège, qui est un ami. Et vu qu'il fait de la sérigraphie, il a des échantillons de papier, comme ça me montrait. Et puis, à un moment, je tombe sur ce papier, je dis, c'est quoi ça? Il dit, c'est du papier que j'ai fait moi-même. Je dis, c'est génial ça. Donc les premiers, je lui ai pris ces derniers papiers qu'il avait fait lui-même. Et puis j'ai continué à en faire moi-même, mais j'ai essayé de faire de plus en plus grand. Donc j'ai fait les dimensions exactes, je ne sais pas exactement, mais c'est un peu plus petit qu'un 50-70 en papier. Ok. Et techniquement, ça devient compliqué parce que c'est un truc où il faut chercher de la matière dans de l'eau, etc. Donc il faut faire un tamis. Donc j'ai dû acheter une petite piscine gonflable pour pouvoir faire ça dans mon jardin, parce que ça devient des grands volumes. Okay. Et après, sortir de l'eau, ça devient compliqué, parce qu'il y a un effet ventouse. Et là, je vois bien que plus grand que ça devient vraiment... en tout cas, il faut que j'adapte ma technique. Ça devient chaud dans la piscine gonflable. Alors, il faut le faire au bon moment de l'année, parce que si on a une expo en hiver, ça devient compliqué, mais... Il faut que je prévoie un peu du stock avant. Mais voilà, déjà, rien que faire le support est déjà une aventure. Ouais. Et ça, t'aimes bien. Et ça, j'aime bien, parce que puis, je sais pas, c'est un peu... je sais pas, j'ai l'impression de faire un truc qui n'a pas de sens. Enfin, qui n'a pas de sens de faire ça. Pourquoi le mec il est en train de faire son papier dans son jardin Et pourtant, des gens y retrouvent énormément de sens. Et ça plaît, tu le disais. Mais parce que Parce que justement, ça n'a pas de sens. Tu vois? Ouais, c'est ça. Et puis, je sais pas, c'est fou comme truc. Mais c'est assez dingue de faire son support soi-même, ouais. En fait, j'essaie de faire du recyclage, on va dire au maximum. J'ai pas un discours, on va dire, écologique greenwashing, c'est pas ça du tout. Mais j'essaie que les toiles, voilà, on peut rien y faire, il faut que je les achète. Je vais pas les faire moi-même parce que j'ai envie des gages de qualité aussi, parce que j'ai envie que c'est quelque chose qui dure dans le temps. Donc c'est des châssis qui sont en alu. C'est plus en bois. Enfin, en tout cas, l'extérieur est en bois, mais le châssis en lui-même est en alu. À certains formats, ça ne peut pas voiler avec le temps, parce que des fois, le poids travaille et tu peux avoir, et puis ça peut se voiler. Alors quand tu vends comme une œuvre et qu'après X années, ça se voile, c'est quand même un peu dommage. Ouais. Donc là, à ce niveau-là, je ne fais pas de concession, je prends de la qualité. Par contre, sur d'autres supports, j'aime bien, parce que j'ai fait le papier, mais j'ai fait autre chose là, dans ma dernière expo, j'ai fait sur des chutes de bois. Alors pourquoi j'ai travaillé sur des chutes de bois? Parce que juste avant, c'est pour ça que je te parle de contraintes, j'ai fait une expo chez Burunzu également, et c'était autour du skateboard. Donc j'ai dû travailler sur un skateboard, donc sur du bois. Et j'ai travaillé à la Hoque de Chine également, et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose par rapport au papier qui boit énormément. Là, sur le bois, ça ne boit pas, parce que il était fort traité, et il y avait quelque chose assez net, c'était autre chose. Et j'aimais bien, parce que c'était différent que le papier. Donc j'ai dit, je vais le refaire. Alors j'ai pris des chutes, j'avais fait un plan de travail en bois dans ma cuisine, j'ai pris les chutes de ce lamé collé que j'ai retraité et j'ai travaillé dessus. Ok, ça rendait bien? Moi j'aime bien, et alors, la petite histoire, parce que dans les sujets, je me nourris de plein de trucs différents, et entre autres sur cette expo-là, j'ai travaillé sur quelques photos que mon père a faites quand on était petit, quand on était enfant, quand on était en voyage. Et donc, il y en a une où c'est avec mon père et mon frère, et c'est une des ombres de nous trois, et c'est sur ce bois-là. C'est marrant parce que l'histoire de ton art, c'est quand même fort sur les supports que ça se joue aussi. T'as remarqué? Il y a souvent les fresques. Ah oui, t'as démarré avec les fresques, puis tu me parles du papier, du bois, etc. C'est pour ça que je te dis que c'est le support qui est intéressant, parce qu'il y a aussi, là, qui est plus rare, mais on a fait aussi tout un travail avec la cabane, où on travaille sur le cristal au Val-Saint-Lambert. Là, c'est encore autre chose, parce que c'est la première fois de ma vie que pour travailler, je devais enlever de la matière. Oui. D'habitude, je mets de la matière. Ouais. Et là, j'ai dû en enlever pour dessiner quelque chose. Donc la réflexion, elle est complètement à l'inverse.
Mais en même temps, c'est super intéressant. Ouais, ça a dû bien te former, toutes ces expériences-là. Oui, et puis moi, ce que j'aime bien aussi, c'est des rencontres, c'est de parler avec des gens différents. Là, par exemple, quand c'est au Val-Saint-Lambert, c'est d'être avec on va dire des verriers, que ce soit la phase à chaud, la phase à froid, c'est des ouvriers qui ont une qualification que plus personne a, ou qui est très rare, en tout cas surtout en Belgique. Rien que discuter avec eux, c'est déjà Il me semble qu'ils les forment sur place, hein, d'ailleurs. La relève, ils les forment sur place. Oui, là, ils ont des nouvelles personnes. Ouais, parce qu'il n'y a plus d'école de formation, quoi. Enfin, non. C'est ça. Et justement, ils ont, je sais qu'ils ont créé un partenariat même avec une école en France. Ils envoient du coup des Français venir se former. Ouais, c'est formidable qu'on ait encore ces artisans-là. Je pense qu'il faut se battre parce que en fait, je ressens en tout cas, c'est mon ressenti, que les gens veulent revenir à quelque chose de vrai et d'honnête. Parce que tout est dans le fast, tout est dans le rapide. Alors, que ce soit par exemple Jérémy Goffard, Miles qui fait ses peintures à l'or directement sur les vitrines, en contradiction des gens qui font tout au vinyle, fait par un infographiste. Des peintures sur des murs faites à la vraie peinture, tu n'auras pas deux fois ailleurs, c'est à la unique. Les gens veulent revenir à ça. Et je pense qu'en Belgique, en tout cas, on défend pas assez. En tout cas, le gouvernement ne défend pas assez ça, que peut-être en France, on défend plus l'artisanat. En tout cas, c'est mon ressenti. Peut-être que je me trompe, mais c'est le ressenti que j'ai. Je pense que parce que déjà, ils donnent des prix que nous, je ne suis même pas sûr que ça existe, vraiment des prix sur l'artisanat. Et ça, c'est super enrichissant et ça, j'adore, quoi. Et c'est vrai que les gens reviennent quand même souvent à ça. Mais en plus, on a des épisodes pour l'instant qui nous font à chaque fois un peu revenir là-dessus. Oui. Que ce soit le Covid ou que ce soit des crises économiques, on a envie à chaque fois de revenir aux petits producteurs ou des trucs comme ça. Malheureusement, ça ne dure pas assez longtemps, mais en tout cas, on a peut-être qui restent dedans. Et c'est un travail qui se fait, comme je pense, de plus en plus. Et dans l'art aussi, et dans l'artisanat, tout est un peu lié. Dans l'honnêteté, je pense, de ce qu'on fait, quoi. On a parlé de tes fresques, on a parlé de ton art, on parle aussi de tes sculptures. Les sculptures, c'est assez nouveau pour toi, t'en avais jamais fait, et pourtant t'en as fait une là, dernièrement. Parle-en-nous. J'ai plutôt travaillé sur une sculpture. Alors, j'ai pas encore réalisé de sculpture, c'est une envie par contre. J'ai envie de travailler et me former à ça. C'est pas du tout concret pour l'instant, mais j'y travaille un peu. Mais j'ai travaillé effectivement sur une sculpture qu'on peut retrouver beaucoup à Marche, qui sont des poupées géantes de 2,20 m de haut. C'est un projet de Kiwanis, qui est en fait une association qui récolte de l'argent pour les jeunes hospitalisés dans les hôpitaux ici à Liège. Et moi, c'est l'aile de Anu qui m'a contacté un jour, qui m'a proposé de travailler sur une grande de 2,20 m et sur une petite de cette taille-ci. Et donc en fait, l'idée, c'est qu'en tant qu'artiste, on vient gratuitement travailler sur les œuvres. On nous donne les peintures pour travailler dessus, puis après, eux vernissent en carrosserie pour les protéger. Et puis c'est exposé et ils essayent de les vendre. Après, c'est un peu voyagé. Je pense que c'est en 2021 que je l'ai faite. Et récemment, la commune de Neupré l'a acheté et l'a installé sur le rond-point, vraiment sur la route du Condro. Et là, les lumières viennent d'être installées récemment, donc le projet est fini, ils ont planté autour, etc. T'en es fier ? Oui, parce que moi je viens de Neupré, donc il y a un côté assez marrant de se dire que quand j'étais jeune, je passais par là pour aller à point A, à point B, et que maintenant j'ai un truc à moi là-dedans, quoi. Ouais. Et puis c'est un rond-point, c'est assez atypique parce que en général c'est des œuvres en acier corten ou des choses assez prestigieuses. Et là, c'est un travail que j'ai fait, donc c'est assez marrant, quoi. Et donc voilà, je suis très content que la commune a pu acheter ça, parce que
ça fait aussi du sens. Ça a pu récolter. Je pense que la poupée, elle est vendue dans les 4 000 €. Et il y a plus ou moins 1 000 € de production pour la produire. Et il y a du coup 3 000 € qui partent directement dans les hôpitaux liégeois pour des jeunes hospitalisés. Donc ça, c'est quand même ultra valorisant, je trouve, surtout. Et en plus, là maintenant, donc j'ai l'aile de marche qui m'a contacté pour faire une exposition, parce qu'ils ont une galerie d'art en plein centre de Marche. Et je vais faire une exposition qui débutera début mai, qui restera un mois. Et là, je travaille encore du coup sur une moyenne, parce que j'ai fait la grande, la petite, et maintenant je fais la moyenne. Et même chose pour récolter de l'argent pour l'œuvre, quoi. Et en plus de ça, alors tu exposeras tes autres œuvres. Ça, des toiles et du travail sur papier. Et là, par rapport à la poupée que j'avais faite en 2021, le travail est complètement différent. Parce qu'en 2021, j'avais fait tout un système où tout était peint et c'était comme une colonne vertébrale, mais en fait, c'est végétal. Donc il y avait ce truc où la nature est la colonne vertébrale de notre société, et j'aimais bien cette image-là. Il y a quelque chose qui était qui n'était pas figuratif, même si ça raconte quelque chose de figuratif, mais c'est pas figuratif. Là, je suis plutôt en train de travailler, ce que je suis en train de la faire là maintenant. Je l'ai commencé ce matin en plus, à faire un travail qui est lié à ce que je fais à l'encre de Chine sur papier. Donc quelque chose de plutôt des scènes qui s'entremêlent, donc peut-être plus poétique que messager, coloré. C'est bien, on pourra le découvrir sur ton site. Tu as un site internet. C'est ça. Où tu publies beaucoup d'ailleurs. Enfin, tu publies tes œuvres dont tu es le plus fier. Donc n'hésitez pas à aller le checker. Il s'appelle comment le site ? C'est olivieroffet.com. C'est ça. C'est pas Soak alors ? Non, parce que j'essaye de faire une transition. Certains diraient de maturité, comme quand on parle des artistes musiciens en disant que c'est leur album de maturité. Ben moi, c'est mon nom de maturité, à revenir à mon nom et mon prénom de base, parce que le SOC a été créé sur quelque chose qui était plus sur le graffiti, et je n'y trouvais plus de sens par rapport à ce que j'étais en train de développer, qui était plutôt de l'art plastique dans son sens noble du terme, et je trouvais ça pas pertinent de garder le SOC. Parfait, donc olivieroffet.com et sur Insta, Facebook, tout ça. Les deux, c'est Olivier Offet et SOC, parce que j'ai quand même été connu pendant plusieurs années sous le nom de SOC, donc j'essaie quand même de le garder pour pas perdre trop vite les gens, mais j'essaie de... Et je t'ai pas demandé, donc l'exposition à Marche, c'est de quand à quand ? Ça commence le 2 mai, et ça reste un mois de mémoire. Voilà. Et je vais participer via Burunzu. Il y a une exposition qui va se faire à la Cité Miroir. Là, j'ai pas les infos, mais à mon avis, on va les trouver facilement. Oui, bah ça va arriver très bientôt, parce que tu viens d'être contacté. Alors, oui, c'est ça. Donc j'aurai 2-3 pièces qui seront mises via la galerie Burunzu. Donc renseignez-vous sur le site de la Cité Miroir, où Olivier Offet exposera là prochainement. Merci beaucoup, Oli. Merci. Merci mille fois. J'espère que ça t'a plu. Ah bah c'était super. Merci Oli, et merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve dimanche prochain à 16h avec un nouvel invité. D'ici là, partagez cette vidéo si elle vous a plu, ça nous aidera bien. Ciao.